La Russie continue de lancer des frappes aériennes sur l'Ukraine, alors que les combats s'intensifient dans les régions de Zaporijjia, Kharkiv et Donetsk. Ankara confirme la mort de tout l'équipage de l'avion militaire qui s'est écrasé ce mardi en Géorgie. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Le Canada accueille les ministres des Affaires étrangères du G7 dans le sud de l'Ontario pour des discussions sur l'Ukraine, le cessez-le-feu à Gaza et la situation au Soudan. Bruxelles estime que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et Chypre sont sous pression migratoire. Selon l'Union européenne, au moins 30 000 migrants doivent être relocalisés chaque année. À la COP30, les experts de l'ONU affirment qu'il est indispensable de développer des systèmes de climatisation plus durables afin de réduire les émissions de carbone. Moscou continue de pilonner l'Ukraine, tandis que les combats se poursuivent dans l'est du pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, des frappes de drones russes ont touché la région de Kharkiv, blessant au moins 5 personnes. Le chef-lieu de l'oblast a été ciblé par au moins 3 attaques distinctes. Ces frappes surviennent alors que l'armée russe affirme avoir pris le contrôle de 3 localités dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Kiev a confirmé avoir retiré ses troupes de plusieurs villages pour préserver la vie de son personnel. Les combats se sont également intensifiés autour des villes de Kupiansk et de Liman dans la région de Kharkiv. Mais les affrontements principaux se déroulent toujours dans la ville ukrainienne assiégée de Pokrovsk, dans la région orientale de Donetsk. Ce bastion stratégique a été le théâtre de plus de la moitié des combats ces dernières 24 heures. La Turquie a confirmé ce mercredi la mort de l'ensemble de l'équipage de l'avion militaire qui s'est écrasé la veille en Géorgie. Selon le président Recep Tayyip Erdogan, les corps de 19 militaires sur les 20 qui se trouvaient à bord de l'engin ont été retrouvés sur le site de l'impact. Une vaste équipe de secouristes a été déployée pour retrouver le dernier. L'avion de transport militaire de fabrication américaine C-130 avait décollé de Ganja dans l'ouest de l'Azerbaïdjan pour rentrer en Turquie. Il s'est écrasé peu après être entré dans l'espace aérien géorgien. L'épave de l'appareil avait été localisée mardi en fin d'après-midi, à quelques kilomètres de la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Selon l'agence de presse Azerbaïdjani Report, proche des autorités de Bakou, les premières constatations n'indiquent aucun impact extérieur sur l'avion ni de traces d'explosion, des informations qui n'ont pas été confirmées pour le moment par Ankara. Les 20 militaires turcs morts dans le crash ont participé le 8 novembre dernier à Bakou aux célébrations du jour de la victoire, marquant la prise de la ville de Choucha dans le Haut-Karabakh en 2020. Un événement auquel a assisté Recep Tayyip Erdogan avec les ministres turcs de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que le chef des renseignements. Les chefs de la diplomatie des grandes puissances se réunissent cette semaine à Niagara, au Canada. Le G7 tentera d'afficher son unité face aux nombreuses crises mondiales dans un contexte de tensions croissantes avec Washington. Les ministres des Affaires étrangères aborderont notamment l'incertitude qui entoure le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, signé sous l'égide des États-Unis. Ils devraient également réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, alors que les attaques russes s'intensifient sur les infrastructures énergétiques. Le Royaume-Uni a d'ores et déjà annoncé envoyer 17 millions de dollars à Kiev pour la remise en état des réseaux électriques, de chauffage et d'eau. Les ministres des Affaires étrangères discuteront également de la situation en Haïti, où les tentatives de rétablir la loi et l'ordre ont souvent échoué ces dernières années. Ils aborderont ensuite celle du Soudan, où des massacres attribués aux forces de soutien rapide sont perpétrés depuis plusieurs semaines, notamment dans la ville d'El Fasher. Mais ce sommet est affecté par les relations qui se sont tendues entre les États-Unis et ses alliés ces derniers mois, notamment à cause des droits de douane imposés par Donald Trump. Autre point de désaccord, les dépenses relatives à la défense. Le président états-unien a demandé à ses partenaires de l'OTAN de consacrer 5% de leur PIB à ce secteur, ce que tous n'ont pas accepté. Toutefois, la ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anno a souligné la nécessité de l'unité en toutes circonstances, qu'il s'agisse de questions politiques ou économiques. La Commission européenne a annoncé que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et Chypre sont sous pression migratoire et qu'ils doivent recevoir de l'aide pour répartir ailleurs des dizaines de milliers de demandeurs d'asile et ainsi alléger la pression.
Une annonce qui ouvre des négociations tendues entre les 27 États membres sur la réforme de la politique migratoire et de l'asile européenne qui doit bientôt entrer en vigueur. Au cœur de la discorde, le nouveau système de solidarité visant à aider les pays méditerranéens qui font face depuis plusieurs années à un nombre disproportionné d'arrivées de migrants sur leur territoire. Selon cette réforme, les autres pays devront soit accueillir une partie des demandeurs d'asile en provenance de ces pays, soit leur verser une aide financière de 20 000 € par migrant. Des dérogations sont possibles, mais uniquement pour des États membres considérés comme confrontés à une situation migratoire importante par Bruxelles. Plusieurs pays, comme la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, ont d'ores et déjà assuré qu'ils ne se plieraient pas à ce mécanisme, que ce soit financièrement ou en acceptant les relocalisations de demandeurs d'asile. Selon les dernières estimations de l'Union européenne, au moins 30 000 migrants devront être relocalisés chaque année. Le nombre définitif reste à déterminer et la décision de qui ira où doit être prise d'ici fin décembre. C'est une rumeur qui enfle au Royaume-Uni ces dernières semaines. Le Premier ministre Keir Starmer, dont la cote de popularité est au plus bas, ferait l'objet d'un putsch au sein de son propre gouvernement et devrait être bientôt renversé par son ministre de la Santé, Wes Streeting. Lors d'une interview sur la chaîne Sky News ce mercredi, le principal intéressé met les choses au clair. Selon lui, une telle mesure aurait des conséquences désastreuses pour l'économie et la réputation du pays. Il réclame la démission des personnes responsables de ces allégations. It's totally self-defeating briefing, not least because it's not true. And I don't understand how anyone thinks it's helpful to the Prime Minister either to suggest he's fighting for his job at a time when, last time I saw him on Monday evening to talk about violence against women and girls and how we tackle it, he's fighting for the country and trying to turn it around from the absolute mess that we inherited. Depuis son entrée en fonction en juillet dernier, Keir Starmer est au plus bas dans les sondages et fait face à la montée du parti d'extrême droite Reform UK dirigé par Nigel Farage, en tête des intentions de vote depuis plusieurs mois. D'après un sondage YouGov du 3 novembre, 73% des Britanniques ont une opinion défavorable du locataire actuel de Downing Street. Alors que l'économie est à la peine, les médias britanniques ne cessent de spéculer sur les mesures impopulaires que la ministre des Finances Rachel Reeves pourrait annoncer le 26 novembre prochain lors de la présentation du budget, dont de nouvelles augmentations de taxes, après de fortes hausses d'impôts cette année, notamment sur les entreprises. Les Nations Unies ont publié mardi un rapport abordant la question complexe de la climatisation durable lors de la deuxième journée de la COP30. Alors que l'ONU prévoit une augmentation de plus de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle, de plus en plus de personnes dans le monde entier ont recours à l'air climatisé. Mais ces systèmes très gourmands en ressources contribuent eux-mêmes massivement aux émissions de gaz à effet de serre. Pour les experts, il est indispensable de mettre l'accent sur la construction de bâtiments plus durables. We have to, if we do that, then we will just drive up greenhouse gases, raise costs, cause grid overload, and essentially peak demand. Instead, we have to think about smart buildings, affordable cooling, ambient infrastructure, integrating the environment into the urban setting while cutting energy sectors and the carbon footprint of the cooling itself. Des militants écologistes ont franchi les lignes de sécurité de la COP30 dans la nuit de mardi à mercredi, portant des banderoles appelant à la sauvegarde des forêts. C'est la première fois que la conférence des Nations Unies sur le climat se tient au Brésil. Des délégations de près de 200 pays participent aux discussions de la COP30, qui se déroule à Belém, à la lisière de la forêt amazonienne. Pour le deuxième jour du Web Summit de cette année à Lisbonne, l'ordre du jour était consacré à la mise en place d'un système immunitaire numérique pour l'Europe. Les nouvelles technologies posent de nombreux défis aux autorités des États membres de l'Union européenne en termes de cybersécurité, de même que les menaces hybrides de plus en plus fréquentes depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Pour l'autorité judiciaire portugaise, la clé réside dans l'innovation, mais aussi la coopération entre les différents États membres, car les risques numériques ne sont pas arrêtés par les frontières. Estamos todos a trabalhar em conjunto para perceber de uma forma global quais são essas ameaças. E a ameaça que nós possamos sentir em Portugal, provavelmente não é só em Portugal, também é na Alemanha, na França, nos países nórdicos, onde quer que seja.
La numérisation des processus, qui se produit également au niveau des autorités européennes, nécessite une surveillance plus poussée. O facto das entidades estarem mais conectadas traz-nos, por lado, risco também conectado, porque quando há incidente num determinado ponto, muito naturalmente ele terá repercussões noutras fases da cadeia, se podemos assim falar. Quando resolve o problema, também resolve o problema de uma dimensão maior. Une autre façon d'aborder ces enjeux pourrait être d'investir dans l'autonomie stratégique de l'Europe. Esse investimento que a Europa faz em tecnologia tem que ser maximizado, tem que se traduzir em soluções europeias também. Eu não digo que é fechar a Europa do ponto de vista tecnológico, isto não acontece, mas é reduzir realmente a dependência que temos. E nós na Europa temos muita capacidade tecnológica, temos cérebros brilhantes, temos universidades de topo. Então eu acho que estamos no caminho certo para conseguir essa autonomia estratégica que nos torne mais fortes e menos vulneráveis aos ataques do exterior. Num mundo cada vez mais tecnológico, a cibersegurança passou a estar entre as principais preocupações dos países europeus. Cabe agora também às autoridades nacionais atuar de modo a ajudar a construir o sistema imunitário digital da Europa. Emma Gil Pires para a Euronews na Web Summit em Lisboa.